Ben, très bien, c'est parti. Donc, Piranha est une maison d'édition généraliste qui a été créée en 2014 par moi-même et un associé, et qui est spécialisée, généraliste, donc il n'y a pas de spécialisation, mais qui est surtout tournée vers la littérature étrangère, donc la traduction d'œuvres de romans, de plusieurs langues. Et voilà. Et malheureusement, cet associé est décédé très rapidement au début de l'aventure, et après, bah, les choses se sont compliquées forcément, jusqu'à arriver à une mise en veille de la première version de la maison d'édition, avant que Anne et moi décidions de reprendre, pas de zéro, mais de reprendre la maison, et d'avoir une stratégie un petit peu différente d'un point de vue financier et éditorial. Voilà, donc ça c'est assez récent, ça, on va dire un an et demi, depuis un an et demi, ce qui fait que nous publions moins qu'avant, c'est-à-dire là on a publié 7 ou 8 titres depuis la reprise, et nous publions, on va dire, différemment, c'est-à-dire qu'on s'intéresse plus au texte français, et puis surtout on a des critères de sélection qui sont de plus en plus rigoureux, parce qu'on a moins l'occasion on a moins la possibilité de publier beaucoup de titres. Voilà, ça c'est la présentation. D'accord, super. Et Anne, alors est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle? Au début, moi, j'ai commencé, je travaillais pour Jean-Marc. J'étais correctrice. Et pas que pour Jean-Marc, hein, mais de plus en plus, j'ai travaillé de plus en plus pour Jean-Marc. Et du coup, mon rôle s'est un peu étendu. J'ai commencé à discuter un peu au lieu d'avoir juste le texte et de corriger et de rendre mes corrections, j'ai commencé à avoir des contacts avec les traducteurs. Et puis voilà, mon rôle s'est un peu développé. Bon, ça c'est ma fille qui et quand tu vas reprendre la maison, enfin moi je fais ça, c'est dommage de laisser tomber la maison et de laisser tomber le fond. On avait un fond vraiment intéressant, c'était une belle aventure. Et puis bon, Jean-Marc c'est un copain, et du coup voilà, j'ai voulu, non mais c'est vrai, bon quand même, et du coup j'ai voulu participer. Et donc je suis encore un peu montée en grade, et il m'a intronisée, et donc maintenant voilà, et choisir le bouquin des fois à publier. Voilà, ça c'est mon rôle. Donc je continue. Bon, on a un correcteur, on a un ou deux bénévoles, disons, et qui me donnent un coup de main, qui préparent les bouquins, qui relisent, voilà. Et moi je les corrections quand il y en a, et il y en a souvent, voilà, parce que j'ai des correcteurs exigeants aussi. Voilà, c'est mon rôle, c'est ça. Et puis les réseaux sociaux, je fais aussi forcément, comme vous avez tous pu vous en rendre compte, et parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Avant on avait une grosse équipe, et puis maintenant on est trois en fait. Et enfin, en dehors des correcteurs et des bénévoles, voilà, il y a notre associé qui est le compositeur, et puis donc on n'a plus de community manager, et voilà quoi. Et je me suis proposée. Voilà, donc ça c'est en résumé. Oui, j'avais une question, Anne, justement. Comment vous répartissez les choix éditoriaux, en fait? Est-ce que vous avez chacun une partie, ou vous faites ça ensemble? Non, on discute, on a des envies, on a des propositions, on a des envies, et on en parle, et chacun défend ses choix, ou explique ses réticences, et on se décide plus ou moins entre nous quand même. Voilà, je vois plus Jean-Marc du tout là, donc je sais pas la tête qu'il fait. Une tête normale, hein, une tête normale. Pardon? Je fais une tête normale.
Moi, ça va. Bon, ok. Non, mais bon, voilà, t'es à peu près d'accord avec ce que je dis là. Tout à fait, sinon j'interviens. Ok, ça va. Ouais, Voilà, donc. il y a une option fouet, hein, si vous voulez, Pardon? il y a une option fouet, si vous voulez, Ouais, si jamais vous dites des bêtises, non, mais voilà. ça, Et, et, euh, est-ce que vous pouvez présenter les dernières parutions que vous avez faites? Ça c'est pour Anne, parce que alors, le dernier, non, le les dernier, derniers, ouais. ouais, Les deux derniers? ouais, c'est pour Anne. Oui, bon, les deux derniers, c'est pour moi. Parce que alors pour les deux derniers, c'est effectivement mes choix. Que ce soit donc Adélaïde, enfin l'invention d'Adélaïde Fouchon, qui est un manuscrit que j'ai eu l'occasion de lire un peu par hasard et, euh, et qui m'avait vraiment séduite. Voilà. Et quand j'en ai, bon, à l'époque, on faisait pas du tout, quand je l'ai lu, ce manuscrit, on faisait pas du tout de français. On en avait fait un, exceptionnellement. Et donc, je n'ai même pas parlé à Jean-Marc, quoi. C'est un livre que j'ai lu, voilà, beaucoup plu. Et puis, bah, je ne sais plus quand on a reparlé. Et là, Jean-Marc me dit, mais bah, écoute, on va le lire. Voilà. Donc, ça marche des fois, ça marche juste comme ça va très, très vite. Et moi, je ne sais pas, vous voulez que je vous raconte le bouquin, enfin, que je vous parle du livre Ouais, lui-même? ouais, je veux bien. Parce que c'est le plus récent et Parce que, bon, j'en ai. Oui, bah, bah, alors, c'est un livre qui est écrit par une Belge hein, qui vit en France depuis très, très longtemps. Qui a un style vraiment particulier et qui a une perspective très particulière. Le bouquin est écrit en suite de petits chapitres hein, qui ressemblent un peu à des tableaux vivants, mais à des tableaux, et qui alternent en fait la voix d'une jeune femme et la voix de l'enfant qu'elle a été. Et qui ces réflexions. Alors, enfin, c'est des deux styles très différents et deux approches différentes. Donc, l'enfant raconte des anecdotes, voilà, mais comme si c'était un peu en temps réel, quoi, voilà. Et des choses qui l'ont marqué, son rapport, ses rapports avec ses parents, sa famille, ses amis, comment on vit quand on est dans une famille un peu particulière. Et l'adulte, c'est plus introspectif. Voilà, il y a quelques anecdotes qui sont même plutôt drôles, mais c'est plus introspectif. Voilà, c'est un regard sur qu'est-ce que je suis devenue et quel est mon rôle dans ma famille, pourquoi voilà, quelle est l'évolution entre la famille que j'ai eue. Euh, et la famille que j'ai construite. Et qu'est-ce que je fais là? Ouais, qu'est-ce que je fais là? Donc elle a un langage à la fois très très poétique, mais dans la même phrase, elle peut devenir très très crue. Elle a des images qui sont bien à elle, enfin des images, je pense je parle au sens stylistique du terme. Hein. Vraiment, c'est des figures de style qui sont particulières. Elle a et voilà, elle est à la fois très spontanée, elle n'est pas inhibée, enfin, dans son écriture, et en même temps, elle travaille beaucoup. Elle revient beaucoup sur le texte, elle aime beaucoup affiner, mais la spontanéité est toujours là. Enfin, moi, elle me fait penser un peu à ce qu'on disait quand j'étais gamine et qu'on regardait petit numéro, on dirait qu'il a levé son main et qu'il a fait ça et on fait le travail derrière. Et elle a ce talent-là, Natacha, donc, puisqu'elle s'appelle Natacha, l'auteur c'est Natacha Diem, j'aurais peut-être dû commencer par là. Et c'est un bouquin qui a eu pas mal de succès, de jolies critiques. Je ne sais pas si vous connaissez, là sur Instagram, il y a le Capharnaüm éclairé qui a beaucoup aimé. J'ai d'autres, voilà, même dans la presse aussi, on a eu des bonnes critiques
pas mal d'enthousiasme. On a soulevé pas mal d'enthousiasme avec ce bouquin. Si vous avez des questions, parce que... Pardon? J'entends rien. Alors, je crois que personne ne parle, c'est un écho. C'est un écho. Ouais, mais ça grésille, c'est très bizarre. Et Moi, concernant... je veux bien. Oui, pardon. Non, mais en fait, j'avoue avoir loupé les 5 premières minutes. Je suis désolée, je n'avais pas vu que ça avait démarré, donc je m'excuse si vous l'avez déjà dit, mais j'aurais bien voulu revenir peut-être sur le pourquoi de votre maison d'édition et surtout pourquoi son nom, parce que c'est un nom quand même assez peu commun, qui a une connotation peut-être un peu agressive ou en tout cas carnassière. Et du coup, voilà, je voulais savoir si c'était, j'imagine, un choix volontaire évidemment, mais quel était le message qu'il y avait derrière. Vas-y, Jean-Marc, parce que j'étais pas là. Vous ne l'avez pas déjà dit, hein, sinon je m'excuse et mes copains me raconteront. Non, ce n'est vraiment pas facile du tout de trouver un nom pour une nouvelle maison d'édition, puisque qu'est-ce qu'on veut dire quand on choisit le nom, quelle image on veut faire passer, enfin bon, le nom d'une société et encore plus d'une marque et encore plus d'une maison d'édition, c'est un choix très compliqué et très délicat. Est-ce qu'on veut, je sais pas, se faire plaisir en donnant son propre nom de famille, par exemple, partir un petit peu dans la poésie, en imaginant des mots qui sont très jolis et tout ça. Ou nous, on a fait le choix, donc à l'époque avec mon associé, c'est lui qui l'a trouvé, non, c'est même pas moi, d'essayer de trouver quelque chose qui justement, pas choquant, mais mémorable. Pardon. Dénotait en fait. Se détachait de Voilà. Voilà. Plus marketing. Voilà. Dans le français moderne, on dit un nom qui interpelle. C'est ça. Voilà. C'est mordant. C'est mordant, et du coup, on se retourne un petit peu, on se dit, quel drôle de choix. Piranha, l'animal n'a pas une réputation très sympathique, donc du coup, on se dit, mais quel drôle de choix. C'est juste pour marquer les esprits et puis pour retenir, pour qu'on puisse retenir. Ça marche, je vous le confirme. Super. Très bien. Alors moi j'avais une question, il y a Isabelle Mémo sur les leurs qui n'a pas pu venir malheureusement, mais qui m'a fait une liste de questions à poser. Donc je sa première, c'était comment arrive-t-on à se lancer dans l'aventure de l'édition et quels ont été les plus gros obstacles? Alors, dans sa propre aventure éditoriale, parce que moi, en fait, je viens de... Enfin, Anne aussi, hein, mais je baigne dans l'édition depuis que je suis petit, parce que ça va faire 30 ans que je fais de l'édition, que je travaille dans l'édition, que je fais de l'édition. Donc, l'aventure éditoriale, pour moi, elle a commencé à la sortie de mes études, par hasard, du reste. Et le grand tournant, c'est quand effectivement j'ai quitté le confort de la maison dans laquelle j'étais employé pour lancer ma propre maison d'édition. Et je vais être obligé de faire un aveu un petit peu, bon, j'ai honte, mais ça s'est très bien passé puisqu'en fait mon associé apportait les moyens financiers, apportait son soutien, apportait son enthousiasme et tout ça. Donc finalement, des obstacles, il y en a eu. Ça reste compliqué de bâtir de zéro quelque chose qui est toujours considéré comme devant être avec un arrière-fond, qui doit être une entreprise, comment dire, avec un passé, une histoire. L'édition, c'est plutôt ça. Les gens s'assimilent à des marques d'édition, donc quand on arrive nouveau, c'est un peu compliqué. Mais voilà, moi, il n'y a pas eu de gros obstacles. Il y a eu les choses de la vie. Il faut monter des sociétés, trouver des collaborateurs, persuader un diffuseur de travailler avec soi, une banque, tout ça. Mais bon, tout ça, c'est pas très, très compliqué. Donc, j'avoue que c'était bien. C'était le bon timing et c'était rigolo à faire et c'était plaisant. Et ça le reste, même dans des circonstances et des conditions tout à fait différentes. Donc, puisque maintenant, avec Anne, on n'est pas salarié par Piranha, on fait ça encore à titre bénévole là, depuis 2 ans. Donc les obstacles, ils sont plutôt maintenant dans la deuxième phase du Piranha, mais ça reste d'abord un plaisir et plaisant. J'ai pas noté la deuxième partie de la question, pardon.
C'était ça. Tu as répondu à tout, hein, parfait. J'en marque un 10 sur 10. 10 sur 10. Merci, je reviendrai. Et par rapport, je sais pas si je peux, Anthony, si tu as autre chose. Mais... c'est bon? Oui, vas-y. Vas-y, Sandra. Par rapport à la situation là, actuelle qui est difficile hein, pour les petites maisons d'édition, comme vous êtes dans un système de bénévolat, c'est ce que vous venez de dire, comment ça se passe là, de votre côté? Est-ce qu'il y a danger? Est-ce que vous êtes inquiet? Quels sont vos sentiments là-dessus? Je vais commencer. Anne, tu pourras compléter parce que je ne sais pas. En fait, pour tout vous dire, moi, je ne suis pas resté à Paris, donc on échange avec Anne, mais pas autant que d'habitude. Donc, je ne sais pas quel est son avis intime. Mais, donc, je vais commencer, puis Anne complétera s'il faut. Alors, paradoxalement, bon, ça ne va pas bien, hein, mais personne ne va bien en France et ailleurs. Donc, ça ne va pas bien puisque nos ventes sont réduites à 0. Les ventes numériques ne suffisent pas à compenser ou même à faire quoi que ce soit par rapport à ça, même si elles existent, puisque notre catalogue est entièrement diffusé en numérique aussi. Donc ça ne va pas bien du tout. C'est compliqué, ça va être très compliqué, surtout parce qu'il va y avoir une espèce de déferlante de nouveautés dès que les diffuseurs vont ouvrir les vannes sur les librairies qui déjà n'en peuvent plus. Et donc, ça va être très perturbé. Les ventes qui n'ont pas eu lieu là, pendant 2-3 mois ne se rattraperont jamais. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a des blocages dans les circuits du livre, même s'ils ne sont pas comparables par leur ampleur. Il y en a, par exemple, les années d'élection présidentielle, l'activité se ralentit toujours. Et les ventes qui ne sont pas faites pendant ce semestre où il y a les élections présidentielles, donc maintenant c'est tous les 5 ans en plus, ne se rattrapent jamais. Mais bon, voilà. Là, pardon. C'est intéressant ce que tu dis sur les élections présidentielles. Explique comment. Alors, le truc, c'est que c'est inexplicable. On constate à chaque élection présidentielle qu'il y a un repli très important des ventes en librairie et ça dure. Avant, ça durait 1 ou 2 mois. Maintenant, c'est 3-4 mois. Les éditeurs en sont conscients. Donc maintenant, ils font le choix de ne pas sortir, par exemple, au printemps pendant les élections. Et donc, ils reportent tout sur la rentrée d'après. Donc, ça fait des phénomènes d'embouteillage phénoménaux. Et ça ne s'explique pas. C'est quelque chose d'assez irrationnel. Je pense que c'est la nature humaine. Est-ce que c'est parce que les hommes politiques et femmes politiques publient des ouvrages à ce moment-là et cadenassent un peu le système? Non, je ne crois pas. Parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à quelques rares exceptions près, j'ai pas de chiffres, hein, je vous dis ça un petit peu comme ça, olé olé, mais à quelques rares exceptions près, les livres des hommes politiques se vendent à très peu d'exemplaires. Hein. Il y a quelques locomotives, quelques best-sellers comme en littérature, mais sinon, non, je sais, c'est complètement inexplicable. Et pour finir donc sur la situation, paradoxalement, étant une petite maison d'édition, sans frais fixes, c'est-à-dire sans charges, sans frais généraux, c'est-à-dire que nous n'avons pas de loyer à payer, nous n'avons pas d'employés à payer, nous n'avons pas à nous payer nous-mêmes, nous n'avons pas d'électricité. Toute l'économie de la maison est tournée, donc ça vous explique aussi le fonctionnement de notre choix de fonctionnement. Tout l'investissement est tourné uniquement vers la production depuis 2 ans. Donc, ce qui fait que quand on est complètement à l'arrêt, finalement, voilà, on va avoir comme tout le monde un manque à gagner énorme, mais ça ne crée pas de dette pour nous. Ça nous crée juste un manque à gagner et ça va nous créer un énorme décalage dans notre plan de relance de cette marque qui est Piranha et de cette maison et de cette aventure. Voilà, ça va décaler de 6 mois à 1 an. Maintenant, je dis ça, j'espère que ça ne va pas nous tuer non plus. Mais voilà, on est comme toutes les entreprises de France, que ce soit de la plomberie, où on est sans chiffre d'affaires. Et puis, voilà. Anne, si tu veux. Moi, je suis vachement embêtée parce qu'on ne sait pas du tout effectivement comment on va rattraper le coup. On a un bouquin qui est sorti en janvier et qui, à mon avis, je m'inquiète pour lui. Mais je ne pense pas que quand les librairies vont rouvrir, tout le monde va se précipiter pour acheter l'invention d'Adélaïde Fouchon. Parce qu'il va y avoir d'autres bouquins qui vont sortir et on va oublier notre Adélaïde, quoi. Ça, je ne suis pas très optimiste, honnêtement. Elle est sortie très tôt, voilà. Elle est sortie très tôt par rapport au confinement. Elle est sortie très tôt par rapport au confinement.
c'est limite, quoi. C'est un bouquin qui a eu 2 mois de liberté, si j'ose dire. Et voilà, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et là, comme il se passe d'autres choses, on l'oublie. Après, on avait un livre qui devait sortir au mois de mai, mi-mai. C'est ça, ouais. Deuxième office de mai. C'est un roman noir. On visait, pour des tas de raisons, ce qui est carnot. Ça, c'est quelque chose qui est mort. On ne sait pas quand on va sortir ce livre, parce que les offices se sont décalés. Ce qui veut dire que nous, on devrait sortir au mois de juin ou au mois de juillet. C'est quoi l'intérêt? On va se retrouver en septembre. Pendant la rentrée, on évite de sortir des livres en septembre parce qu'on est noyé dans les livres de la rentrée littéraire dont tout le monde parle, donc aucun intérêt non plus. Donc on arrive en octobre. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, personne n'entend parler de nous. Alors c'est pas très grave de ne pas sortir de livres. Je veux dire, moi, je préfère sortir un bon bouquin une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Mais pendant ce temps, on nous oublie. Ça va très, très vite. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait. En moyenne, vous avez sorti combien de livres chaque année? Pardon? En moyenne, vous avez sorti, vous essayez de sortir combien de livres chaque année? Jean-Marc Vallée, parce que moi, je n'ai pas tout de... on n'a pas trop de... J'ai pas trop de réponses, on n'a pas trop de visibilité. Les trois premières années, on sortait une vingtaine de titres en moyenne par an, ce qui est considérable pour un éditeur, quelle que soit de petite taille. Depuis, on a fait une année blanche, donc l'année où on a décidé de reprendre le tout. Et la première année de publication, qui est l'année 2019, on a publié 7 titres. Si mes souvenirs sont bons. Et là, 2020, ça va être compliqué, puisqu'on en a publié un au mois de janvier. On devait en publier 4-5 en cette année. Et que pour l'instant, on n'a aucune visibilité pour savoir si on va pouvoir en sortir d'autres avant la fin de l'année. Parce qu'il faut effectivement tenir compte maintenant de l'embouteillage énorme qui se prépare en librairie, qui fait que ce sont les grosses machines qui vont prendre la lumière et qui vont être dessus sur les tables des libraires plutôt que les petites productions, qu'il va y avoir la rentrée littéraire, qu'il est hors de question pour les grosses machines de rater les ventes qui étaient prévues pour cet été, c'est-à-dire les romans, ce qu'on appelle les romans de plage, les feel good books et consorts. Donc voilà. Donc pour l'instant, je peux pas. Enfin, c'est pas. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner une moyenne. Notre but, c'était d'en sortir 4-5 par an. D'accord. Pour répondre, c'est normal que je disparaisse à l'écran parce que je n'aime pas les photos, c'est pour ça. Et un jour, Anne m'avait dit, dans une petite maison d'édition, si tant que le premier livre n'a pas marché, on ne peut pas lancer le second. Est-ce que c'est une vérité absolue ou est-ce que des fois, vous pouvez faire des exceptions ? Est-ce que vous attendez les ventes du premier, par exemple d'Adélaïde, pour pouvoir lancer le second dans la foulée, ou est-ce que vous pouvez prévoir un peu plus que ça? Il me semble qu'on prévoit. Ouais, j'ai été un peu. Si j'ai dit ça, c'est vraiment un gros résumé. Enfin, mon idée, c'est surtout que chaque bouquin finance un peu celui d'après, quoi. Voilà, on ne peut pas se permettre. Voilà. On a besoin de vendre pour pouvoir payer les imprimeurs, les fournisseurs et le diffuseur. Et voilà, on a quand même quelques frais, quoi. Et les traducteurs quand ce sont des traducteurs. Ça coûte cher les traductions, hein, mine de rien. Alors comment je pense que. Pardon. Non, juste pour compléter, je pense que ce que voulait dire Anne, c'est surtout que pour nous, qui sommes donc dans une économie très, 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 très serrée depuis cette relance de la maison, on ne peut investir que quand on a de l'argent. C'est-à-dire que là, on travaille sans avance de trésorerie ni rien, bien sûr. Et donc, en fait, on ne peut publier un livre que quand on a reçu l'argent du précédent. C'est surtout ça. C'est pas forcément une question d'un titre sur l'autre. C'est juste pour avancer,
pour payer donc les sous-traitants, les collaborateurs extérieurs et tout ça, il faut de l'argent, donc il faut qu'on ait des ventes sur le titre précédent, et là on peut relancer. On est vraiment dans une économie très très serrée. Vous recevez combien de manuscrits sur les 4-5 publications que vous faites par an? Vous recevez combien de manuscrits en moyenne si vous J'ai arrêté de compter. Ah, d'accord, donc il y en a beaucoup plus en fait sur les 4-5, c'est vraiment une sélection très drastique quoi, comparé au nombre de manuscrits que vous recevez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, enfin je veux dire, honnêtement, là, au risque de paraître un peu hautaine ou méprisante, hein, je veux dire, il ne faut pas croire que tous les gens qui ont une histoire à raconter ou qui ont envie d'écrire sont aptes à être écrivains. Oui, bah, c'est voilà. sûr, oui, bien sûr. Donc, il y a des tas de gens qui ont envie de parler, qui ont envie de s'exprimer, et je comprends très bien ça. C'est pas pour ça que c'est un livre. Voilà. Donc, oui, je pose surtout la question pour qu'on se rende compte de la quantité de travail que c'est, parce qu'il faut quand même que vous les lisiez. Donc, pas forcément de A à Z, mais. Voilà. Alors, on a des techniques, on a des choses qui. Il y a plein de critères qui peuvent. On marche aussi à l'intuition. Il y a plein de manuscrits qui étaient, mais qui pour moi n'avaient aucun intérêt. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, c'est très intuitif. Après, j'ai reçu des manuscrits où il y avait un travail énorme à faire. Simplement, là, par contre, je trouvais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un talent, ou une aptitude, ou une originalité, une personnalité. Enfin, il y avait de l'écriture. Voilà. Ça ne veut pas dire. Quelqu'un qui écrit très proprement n'est pas forcément un écrivain. Ça n'a rien à voir. Il faut bien se mettre d'accord là-dessus. Après, moi, je reçois aussi des manuscrits qui viennent avec un mail, ou rien que le mail, déjà, je dis non. Même pas j'ouvre le document qui va avec, quoi. Parce que je trouve que le mec n'est pas poli, parce que plus ou moins valable. C'est Jean-Marc qui les regarde, qui filtre et qui me dit qu'est-ce que tu penses de celui-là, parce que lui aussi il a ses intuitions et ses critères, et on arrive à se retrouver comme ça, et on laisse sûrement échapper des choses extraordinaires, mais ça c'est le risque. Mais je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un qu'il y a des fois je préfère laisser passer un extraordinaire manuscrit et pas me taper un auteur imbuvable, quoi. Voilà. Ça c'est un choix. Parce que j'en ai eu des auteurs imbuvables, hein, et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je suis fatiguée de ça, quoi. Après, des fois, on a des livres pour lesquels on a un vrai. Comme Adélaïde, je veux dire, Adélaïde, moi, c'est une fille qui était à côté de moi. Enfin, je l'ai raconté sur un blog. On m'a demandé de raconter ça. D'écrire ça pour un blog, et je racontais comment j'avais découvert ce manuscrit, et j'expliquais que jamais quand c'est quelqu'un que je connais, enfin jamais je demande à lire un texte. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, c'était la première fois, parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver dans, comment dire, dans tirailler entre des gens que j'aime bien par ailleurs, ou que je trouve sympathiques, ou qui me parlent, et puis de leur dire non, c'est de la daube ce que tu as fait, quoi. Donc je prends jamais ce genre de risque. Pour ça que je t'ai répondu, Anne. Pardon. Non, mais pour le coup, Adélaïde, j'ai entendu l'auteur parler, et il ne me parlait pas à moi. Enfin, elle ne me parlait pas à moi. Et je lui ai demandé le manuscrit. C'est vraiment sa façon d'en parler qui est intéressante. On peut pas. C'est pas scientifique, quoi. C'est pas scientifique. Je dirais, il peut y avoir plein de fautes d'orthographe dans un manuscrit, et on peut avoir un auteur talentueux. Voilà.
Après, le gars qui m'écrit, il y a quelqu'un qui grésille, hein, mais j'entends pas. C'est bon, je continue ou il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Non, c'est bon, hein. C'est Continue. bon? Ouais. Voilà, bon, après, il se trouve que maintenant, depuis que je suis sur les réseaux, il y a des gens à qui j'ai parlé, qui m'ont proposé des livres, qui m'ont demandé de lire un truc, de leur dire ce que j'en pensais. Et qui j'ai dit, bah, tiens, moi je te dirais bien. Voilà, ce livre-là, j'aimerais bien l'avoir. Il y en a à qui j'ai dit, bah oui, c'est bien, ça m'intéresse, mais il faut que tu réécrives, et puis c'est pas pour moi. Voilà, c'est plus facile. Mais sinon, on croule sous les manuscrits. On croule sous les manuscrits. C'est impressionnant, je veux dire. Impressionnant. C'est un peu comme si tous les gens qui font de la peinture le dimanche, comme Volon d'Ingres, voulaient absolument, enfin peut-être que ça se passe comme ça d'ailleurs, qui harcèlent les galeristes pour avoir une expo, quoi. Voilà. Donc il se passe des choses. Enfin, j'en vois une ou deux là, comme ça, que ça amuse. Mais je trouve que c'est un gros problème en fait. C'est un gros problème. Et plus en plus de gens qui écrivent et pas forcément, il n'y a pas forcément autant de lecteurs. Il y a plus de gens qui écrivent, j'ai l'impression, que de lecteurs maintenant. Mais... Pardon? Ils demandent peut-être à le faire, après on sait leur dire non. Bon, je connais moins, mais enfin, en tout cas, on a moins cette impression, quoi. Mais il y a une distance, et enfin, je veux dire, depuis le temps que je suis dans l'édition, enfin, j'ai tout fait dans l'édition, j'ai fait tous les boulots. Je me rends compte qu'il y a une distance avec certaines éditions qu'il peut y avoir avec certains autres. Qu'il n'y a pas avec l'écriture, enfin qu'il y a de moins en moins avec l'écriture, quoi. Et ça me fait un peu peur quand même, un peu, voilà. Donc on croule, tout ça pour dire qu'on croule sous les manuscrits, et tout ça pour expliquer pourquoi il y en a, ils vont directement à la poubelle, quoi. Enfin à la poubelle, non, c'est pas vrai, je les garde, en me disant peut-être un jour je jetterai un coup d'œil. Parce qu'il y en a, j'ai dit tiens, l'idée est bonne, mais bon, voilà, il y a plein de choses. Je ne sais pas si on entend, si c'est résolu ou pas. Oui, Oui, Ouais. oui, on t'entend. oui, on t'entend, ouais. Parfait. Oui, je voulais dire justement, donc j'ai peut-être raté des choses, mais est-ce que justement, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a des choses qu'on ne verra vraiment jamais chez vous, dans votre maison? Donc pas seulement à cause du style, là j'essaie plutôt de parler de thèmes. Est-ce qu'il y a des thèmes, des sujets que vous ne voudriez pas publier Des thèmes et des sujets. ou au contraire, je vous avez des sujets de prédilection? je pense qu'on a chacun les siens. Et encore. Vas-y. Moi, je dis que on doit tout se permettre. C'est-à-dire que j'ai rencontré, pour l'anecdote, c'est pas ce problème, mais quelque chose qui est lié à ce que vous dites. C'est-à-dire que quand j'ai créé la maison, on m'a dit, les partenaires que j'allais avoir, c'est-à-dire les partenaires commerciaux principalement au début, les diffuseurs, les distributeurs, les libraires, la presse, ils m'ont tous posé la question, quelle est votre ligne éditoriale? C'est super important, la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'il fallait avoir absolument une vision sur les 10 prochaines années de ce que je voulais publier et puis s'y tenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme la plupart des grandes maisons qui, elles, n'ont pas de ligne éditoriale. Franchement, ils publient tout. Et en plus, ils n'ont pas de bord politique non plus. C'est-à-dire qu'ils publient tout et son contraire aussi politiquement. Mais quand on est une petite maison, c'est qu'on a une ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'on porte en soi tellement de choses à dire on m'applaudit, merci. Tellement de choses à dire par l'écriture des autres que là, voilà, on va incarner quelque chose, un courant politique, poétique, je ne sais quoi, une espèce de croisade à mener. Et donc, il faut avoir une ligne éditoriale. Et donc, moi, on me posait la question et j'ai répondu poliment.
j'ai inventé, je l'avoue maintenant, il y a prescription, du storytelling, c'est-à-dire que je me suis fait quelques punchlines et je les répétais à chaque fois en essayant d'avoir l'air très persuadé de ce que je disais. Voilà, la littérature étrangère et tout ça. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des livres qui m'intéressent, qui peuvent intéresser d'autres personnes et voilà, je vais être un petit peu pédant, et qui peuvent dire quelque chose du monde, qui peuvent dire le monde, qui peuvent dire la réalité du monde. Voilà. Alors, pour moi, ça peut être un bouquin de cuisine, ça peut être un manuel de sophrologie, plutôt de la littérature, en fait, hein, on voit à travers le catalogue de Piranha, mais ça peut être plein de choses. Voilà, il faut que ça m'intéresse, il faut que ça puisse Du feel intéresser good? quelqu'un. Pardon? Ça pourrait être du feel good? On en a fait, il y en a, D'accord. il y en a chez Piranha. Je pense à, par exemple, un livre qui s'appelle La pâtissière de Long Island, qui est traduit de l'allemand, qui a très 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 bien marché et qui est par exemple en poche chez J'ai lu, donc c'est un signe aussi que c'est Je savais pas que c'était Piranha. et ben voilà. et voilà, donc on a fait du feel good parce que c'était un feel good qui était écrit, pas bien écrit, mais qui était écrit, qui avait une vraie histoire et qui disait quelque chose du monde, bien sûr. Donc voilà, moi c'est pas de ligne éditoriale. Donc pour répondre à la question d'une phrase, oui, on peut tout imaginer. Pour ma part, hein, chez Piranha, moi j'ai aucun problème avec ça. Ça dépend des opportunités, pas des opportunités, des circonstances et de ce qui peut se présenter. Voilà. D'accord, merci. Et vous retravaillez beaucoup les textes avec les auteurs en général? Ça, c'est Anne. Ouais. Enfin, ça dépend. Natacha, on a pas mal travaillé, plus que ce que je pensais, ce que j'avais l'intention de travailler en fait. Parce que au fur et à mesure, enfin, j'ai corrigé ou j'ai travaillé moi sur le texte et je lui ai soumis mes modifications et mes questions. Et elle a été elle a voulu retravailler encore, voilà, parce que ça a soulevé des choses en elle et donc elle a affiné, vraiment. Mais franchement, là, c'était pas grand-chose. Natacha, c'est quelqu'un qui a une écriture, enfin, qui le porte vraiment et qui travaille beaucoup avant. Après, j'ai reçu des textes il y a pas longtemps, enfin, un manuscrit. J'ai carrément renvoyé à l'auteur en disant bon ben moi d'accord, il me plaît ton livre, enfin ça c'est vraiment un des cas, mais on recommence quoi. Voilà, il y a du travail et ça dans telle et telle direction, et là tu travailles toute seule et après on voit. Alors bon, de temps en temps elle me pose des questions pour voir si elle a bien compris, si on est sur la même longueur d'onde, voilà ce qu'elle doit améliorer, équilibrer dans son texte, etc. Je suis en train de terminer là, alors les premières, c'est les épreuves, hein, ça a déjà été corrigé. Il y a eu pas mal de réécriture parce que voilà, je sais pas. Mais c'est un très bon, c'est donc le bouquin qui devait sortir bientôt là en mai. C'est un gars qui a du talent, qui a une histoire, qui a une vision du monde là pour le coup, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le prendre. Mais il y avait beaucoup de travail. Ouais. Voilà, ça dépend, ça dépend vraiment. Ça dépend. Ouais, faut être honnête. Hein. Anne est quelqu'un qui retravaille énormément les textes, que ce soit des auteurs français ou aussi des traducteurs. Et elle passe beaucoup de temps, elle est très minutieuse, très pointilleuse. Et donc, il y a un énorme travail. En français, c'est ficheuse. Mais voilà. Ouais. Non, il y a un énorme travail sur les textes qui est assuré depuis le début de Piranha, du reste, hein, donc par Anne. Et voilà, non, c'est super important. C'est pas pour nous vanter, mais cette maison depuis toujours a quelques valeurs en tête et elles concernent la qualité, bien sûr, la qualité littéraire, la qualité des textes qu'on va sortir, qu'ils soient corrigés, qu'ils soient proprement mis en page par un professionnel,
qu'il soit proprement passé en numérique par un professionnel, pas avec un bouton enregistré sous EPUB, qu'il soit bien imprimé, qu'il soit bien illustré par une couverture. Donc en fait, à chaque étape de la fabrication et de l'élaboration du livre, on essaye, je ne sais pas si on y arrive, on essaie de vraiment de faire les choses très très minutieusement et très très bien. On a un amour de ce métier, un amour du livre, et voilà. Puis on place à la barre assez haut, et je pense que ça s'est remarqué dès le début, c'est-à-dire la qualité du travail éditorial s'est remarquée dès le début. Ça s'est vu avec l'ouvrage de Spinen, justement, où la mise en page et surtout l'objet livre est bien mis en avant en plus. Ouais, c'est typique effectivement. Bon, surtout là, c'était un livre sur le livre, donc il fallait pas se rater non plus, hein. Fallait pas faire un torchon, mais non, mais bien sûr. Puis ce livre, bon, après on est d'accord avec ce qu'il y a dedans ou pas, mais ce livre résume un petit peu notre rapport avec le livre justement. Et moi, justement, ça m'intéresserait que tu nous parles un peu de ton rapport par rapport au livre au format numérique. Est-ce que c'est une forme à laquelle vous venez par faute de faire autrement, de pouvoir faire autrement, ou est-ce que c'est vraiment un objet que vous considérez avec la même valeur que les versions papier? Jean-Marc ou moi? Les deux. Vas-y, Jean-Marc. Non, mais comme dirait l'autre, il n'y a même pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre moi et Anne. Entre Anne et moi par rapport au numérique. Si, en fait, il y a une différence. Enfin, on a une différence de perception, mais je pense que sur le fond, on est d'accord. Nous, ce qui importe, j'enfonce une porte ouverte, mais ce qui importe, c'est le texte, quel que soit son format, c'est-à-dire c'est le contenu du livre, quelle que soit sa forme, son format, c'est-à-dire qu'il soit numérique ou papier. Alors, c'est un petit peu en contradiction à ce que je vous disais sur le soin qu'on apporte à l'impression, c'est-à-dire que non, tous les livres ne se valent pas. Les livres qui sont imprimés dégueulasses, qui sont mal mis en page, qui n'ont pas été faits par un professionnel, donc les règles typographiques ne sont pas respectées, ça les rend illisibles, on a oublié de mettre des marges parce qu'on a économisé. Bon, bref. Donc tout ne se vaut pas complètement, mais quand même, ce qui importe, c'est le texte avant tout. Donc le format numérique, il a toujours fait partie de notre politique éditoriale, c'est-à-dire que 95% de notre catalogue est disponible en numérique depuis le début. C'est donc fait par un professionnel, c'est pas fait automatiquement, et ça fait partie de notre stratégie. Ou même un Kindle. Bon, voilà. Donc, il faut que ça soit bien fait. Il y a des approches à avoir les approches sont différentes, on travaille différemment, la perception visuelle n'est pas la même, il faut en tenir compte. Mais il faut que ça soit. Enfin, moi, je lis des bouquins, en particulier en anglais, hein, pour des raisons. Pour des tas de raisons, en fait, pour le prix, parce que c'est pratique, et parce que j'aime bien lire le temps. C'est mon rêve de petite fille, en fait, avoir un livre première et puis avoir le livre qui vient tout seul sans qu'on soit obligé de se déplacer. Voilà, ça fait partie c'est un plaisir, mais ce sont des plaisirs complémentaires. Et j'adore aussi il y a des livres que j'achète systématiquement, ça ne m'aimerait même pas l'idée de les acheter en numérique. Et il y en a d'autres, voilà, je les achète en numérique et je suis parfois outrée de voir à quel point c'est fait en appuyant sur un bouton, comme disait Jean-Marc. C'est-à-dire que vous avez les italiques qui sont aussi en gras. Pourquoi vous avez les corps de police de caractère qui sont complètement disproportionnés. Voilà, c'est moche. On n'a pas envie de le lire. Bon, ok, on fait pas ça. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Voilà. Je pense que les deux sont. C'est pas une vraie concurrence. Enfin, j'ai dit, la concurrence est la même que entre le livre de poche et le grand format. Après, moi, je ne suis pas, honnêtement, d'un certain point de vue, je peux dire, tiens, ce livre, il est beau, il est bien fait, celui-là, il est pourri, ça, c'est moche, ça, j'ai pas envie. Bon, ok. En même temps, moi, vraiment, je ne suis pas la plus, comment dire, la plus, le mot m'échappe, mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est le texte, hein, vraiment, vraiment. Je veux dire,
maintenant que je fais attention, ça s'apprend. Il y a plein de choses que j'apprends depuis que je bosse avec Jean-Marc. Ça, bon, voilà. Mais franchement, moi, en tant que lectrice, je suis incapable de reconnaître la couverture d'un livre, quoi. Ça me passait au-dessus de la tête. Maintenant, je fais ce boulot et je fais ça pour un bouquin, si on le fait bien. Alors, même moi qui ne m'intéresse pas spécialement personne aux couvertures, par exemple, je vais dire, si on fait une couverture et qu'on a une couverture illustrée, il faut la faire bien. Voilà. Et pour le numérique, c'est pareil. Peu importe. Voilà. Il n'y a pas de... Je tranche pas, je veux dire, l'essentiel, c'est de faire le boulot le mieux possible. Merci, c'est super d'entendre ça parce que moi, je lis en gros un quart de ce que je lis en numérique et le reste en papier. Et je rejoins complètement l'analyse sur le fait qu'il y a vraiment des formats qui sont pourris, on n'a pas du tout envie de les lire et on lâche le texte vraiment à cause du format. Donc, c'est super d'entendre que ce format, vous y apportez autant de soin, quoi. Merci. J'avais une question également. Est-ce que vous êtes présent dans les salons ou pas du tout? Oui. Enfin, dans les salons, on essaye d'être présent dans les salons. On participe au salon à Livre Paris. Enfin, pas cette année parce qu'il a été annulé, mais à Livre Paris sur le stand de la région Île-de-France, parce que sinon c'est impossible pour un petit éditeur d'être présent. Dans l'histoire de Piranha, on a participé à pas mal de salons. Je pense à Cognac, à Saint-Malo, à Lyon, à Toulouse. Donc on essaie d'être au maximum présent. Depuis la relance de Piranha, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a moins de titres, on a moins de visibilité, mais ça fait partie de ce qu'on aime faire aussi, d'aller se promener déjà, de voir des lecteurs, de voir des confrères, de voir des libraires. C'est très très plaisant. Donc oui, on essaye d'être présent. Et le plus gros titre de chez Piranha, on voulait faire... On t'a perdu. J'ai plus rien là. C'est bon, tu peux y aller. Ouais. On l'a perdu. On l'a perdu. Est-ce que Jean-Marc, tu peux nous dire le plus gros titre de Piranha? Est-ce que c'est Blackout? Tout à fait, en termes de vente. Que je pense que personne, en tout cas ici, pas sûr qu'on sache. On l'a beaucoup vu en poche, mais pas sûr qu'on sache qu'il était de Piranha celui-là. Non, oui. Alors bien sûr, en termes de vente, le plus grand succès de Piranha, c'est Blackout, qui est du reste un succès. Donc c'est traduit de l'allemand, qui est un succès énorme en Allemagne et qui est aussi un succès mondialement énorme. Piranha était un des premiers acheteurs du titre, c'est-à-dire un des premiers à le traduire dans le monde. Grâce, ce qui n'était pas prévu au départ, mais ce que j'ai su assez rapidement, grâce au soutien du livre de poche, il a eu une très belle carrière chez nous, ce livre, en grand format. Une très belle carrière aussi chez nous qu'il continue à avoir en numérique. C'est-à-dire qu'on a une proportion de vente de livres numériques par rapport au grand format qui est impressionnante. En gros, le numérique disons généraliste 4-5% du chiffre d'affaires, et pour Blackout on doit être à 10-12% des ventes qui ont été réalisées en numérique, et surtout comme tu me disais, il a une très 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 belle carrière aussi en poche, ce qui fait que je peux donner un chiffre, tout cumulé, c'est-à-dire grand format chez Piranha, numérique chez Piranha et poche ou livre de poche, on n'est pas loin des 100 000 exemplaires. Donc voilà. Oui, c'est considérable. C'est pas Piranha les 100 000, c'est les poches surtout. Et vous, Piranha, vous tournez autour de combien d'exemplaires par sortie, à peu près? En vente finale? Oui. Alors,
En moyenne, hein, en Ouais, moyenne. ouais, non, mais j'ai toujours l'air d'hésiter à répondre parce qu'il y a vraiment eu 2 piranhas. Et là, comme on est en pleine relance, tout ça est un peu compliqué. Donc, et je peux pas te donner des chiffres de l'ancien piranha qui n'a plus rien à voir avec le nouveau. Mais bon, j'essaye quand même. Déjà, on est content quand on vend en gros 2000 exemplaires en grand format. Et est-ce qu'on les réalise en moyenne? Oui, on les réalise en moyenne, les 2000. Voilà. Alors, on a des pointes. Bon, donc, il y a Blackout. Mais sinon, on a des pointes à 6000 exemplaires. Ça commence à devenir des très bonnes ventes pour nous. Ça nous est arrivé plusieurs fois, dont la pâtissière de Long Island. Donc, Et qu'est-ce qui fait la différence, justement? Est-ce que vous arrivez à comprendre, après c'est un peu bizarre comme question, à comprendre le succès d'une publication? Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez déjà réfléchi, ou est-ce que c'est toujours la surprise finalement quand il y a une très bonne vente? Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire on sait qu'on est en train de faire, normalement, si on est un professionnel de la profession, on sait qu'on se dirige vers des bonnes ventes même avant même d'avoir signé le contrat, parce que le livre porte quelque chose en lui, parce que dans le cas de traduction, il a eu un énorme succès dans son pays d'origine, parce que plein de choses. Donc là, on sait quand on est en train de fabriquer un livre qui va avoir des bonnes ventes, et en fait, on ne le sait pas du tout en même temps. C'est-à-dire que si quelqu'un a la recette du livre qui se vend, voire du best-seller, je prends. Quand j'étais avec mon associé dans les foires internationales, justement pour acheter des titres à traduire, à chaque fois qu'on avait un rendez-vous, il disait, donc nos interlocuteurs disaient, bon, qu'est-ce que vous cherchez? Et il disait, je cherche le nouveau Murakami, parce qu'il y avait un petit accent. Je cherche Murakami, vous savez. Voilà. Non, il n'y a pas de recette, sinon on serait tous des éditeurs talentueux et riches. Et en même temps pauvres, puisque si tout le monde gagne la même recette, au final, tout le monde est pauvre. Exactement. Et comment vous arrivez à dénicher entre guillemets, les pépites étrangères? Est-ce que vous avez une langue particulière chacun et vous arrivez à dénicher les manuscrits vous-même, ou ce sont des propositions à chaque fois? Bon, notre activité internationale c'est considérablement réduit parce que on privilégie aujourd'hui le français et que on n'a pas forcément les moyens d'acheter beaucoup de titres à l'étranger. Mais en règle générale, bon, en fait, il y a des réseaux. Donc, on se crée un réseau à l'international assez facilement. C'est-à-dire que on s'adresse à tous les détenteurs de droits qui sont soit des éditeurs, soit des agents, puisque à l'étranger, on fonctionne beaucoup par agence littéraire. Et donc, ils nous envoient tout au long de l'année, et surtout aux 2 grandes périodes que sont les 2 grandes foires internationales. Ils nous envoient leur catalogue de droits, de poulains qu'ils ont à vendre. Ça, c'est pour la partie très technique. Donc, on les rencontre aux foires de Londres et de Francfort, mais on correspond avec eux pendant toute l'année. Et sinon, il y a les traducteurs aussi qui disent « Ah, mais moi, j'ai lu ce titre-là, j'adore cet auteur, j'aimerais bien le traduire, est-ce que vous le prenez ?» Voilà. Et après, pour la sélection elle-même, moi, je ne lis que l'anglais, et encore. Donc, quand je vous disais au début qu'on a traduit du chinois, de l'arabe et de l'allemand même, beaucoup, soit je fais confiance à des personnes extérieures qui vont me conseiller, ça peut être des traducteurs, ça peut être des auteurs, soit je fais confiance aux résumés que j'ai, qui sont fournis en anglais. Voilà, mais j'ai pas de compétences linguistiques particulières, et Anne un peu plus que moi, mais... Mais bon, voilà, non. Moi, je lis en anglais, voilà, à peu près couramment. Après, en allemand, J'entends plus. Ouais, j'entends plus du tout, moi. On a perdu Anne, ouais. J'entends rien. C'est bon?
sais pas quoi faire. Eh ben, il faut que tu Moi, payes, je- faut que tu payes ton abonnement Internet, Anne. Ouais, ouais. Mm. Là, par contre, Il y a des traducteurs indépendants? Effectivement. Pardon? Y a-t-il des traducteurs indépendants? Alors, on a oui, les traducteurs, ils sont, comment dire, oui, ils sont indépendants, c'est comme des auteurs, quoi. Il n'y a pas de salariés, enfin, je pense pas. Peut-être qu'il y a des maisons qui ont des traducteurs salariés, mais Ah, Continue, Anne, continue. merde. Si tu es toujours là. D'accord. Voilà, ben on travaille avec des gens avec qui on préfère travailler, voilà, parce qu'on se connaît, parce qu'ils commencent à s'habituer à moi et c'est pas facile. Donc, mais ils sont indépendants et ils travaillent pour d'autres maisons quand ils peuvent. Oui, oui, bien sûr. C'était ça la question? Je pense, mais sans certitude. Pardon? Je pense, Oui, mais oui, tout à fait. Je voulais juste D'accord. savoir si vous aviez un billet de traducteur, en fait, dont vous utilisez tout le temps régulièrement les services, en fait. Bah, oui, enfin, je pense qu'en gros, on peut dire ça quand même. Jean-Marc, Oui. De fait, là-dessus. de fait, on a un petit pool de traducteurs que j'ai choisi au début de l'aventure de Piranha, qui était donc assez particulière ce début d'aventure, puisque on avait décidé effectivement de publier assez massivement les premières années à coup de 20 titres en moyenne par an, sachant que c'était uniquement des traductions. Donc, ce qui veut dire que les 2-3 premières années, j'ai lancé et fait assurer la traduction d'une quarantaine de titres en même temps. Donc, il a fallu trouver, on va dire, presque 30 traducteurs au moins. Et depuis, on a gardé des liens affectifs et de travail, de collaboration avec certains, avec qui ça s'était très bien passé, dont on était content du travail, et voilà, et qui en plus aujourd'hui donc sont aussi maintenant des conseillers de la maison, c'est-à-dire qu'ils nous font des remontées des pays et des langues qu'ils connaissent pour attirer notre attention sur certains auteurs et certains titres. Mais après, c'est vrai que, enfin, il y a forcément des gens avec qui on préfère travailler, mais c'est pas forcément parce qu'ils sont meilleurs. Enfin bon, ok, ils sont meilleurs, mais en réalité, c'est aussi parce qu'on se comprend, quoi. On a le même regard sur le texte. Ils comprennent mes corrections, ils prennent pas en mauvaise part. Je sais pas, je dis non, mais t'es sûr que là, ça veut vraiment dire ça? Voilà, c'est important, quoi, de parler la même langue, si j'ose dire. Donc on les garde. Enfin, on a fait. Bon, il se trouve, je veux dire, il y a des gens. La jeune femme qui a traduit John Williams. On nous a reperdus. Ouais. faut que les enfants qui travaillent dans la cave continuent de pédaler. Hein. Ouais. C'est la fibre parisienne, ça marche pas. Et Jean-Marc, est-ce que tu pourrais nous dire la prochaine parution, donc elle est prévue plutôt fin d'année 2020, et qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être un titre étranger, français? Est-ce que on recherche l'exclusivité, attention. Attention, le scoop. Donc il y a le titre dont parlait Anne tout à l'heure qui était prévu pour le mois de mai, qui est un thriller, un livre noir qui se passe en grande partie en Afrique, et du côté du Congo et des Grands Lacs, et qui est une intrigue bien sanglante sur fond de France-Afrique et de massacres et de prédation. Et à la rentrée, nous avons prévu, j'espère qu'on va y arriver, nous avons prévu de publier un titre qui était dans les tuyaux de longue date, qui est une monumentale biographie de Napoléon, donc un livre d'histoire écrit par
Alors, un Anglais d'origine polonaise né à New York, spécialiste de Napoléon, et qui sera donc une biographie de 1200 pages, voilà, qui est traduite de l'anglais, la traduction est prête, on travaille encore sur le texte, les corrections. Malheureusement, nous avons eu un petit coup dur parce que le Centre national du livre, qui aide les éditeurs à travers différents mécanismes, comme l'aide à la traduction, nous a refusé sa subvention pour l'énorme traduction très coûteuse que nous avons réalisée. Ça arrive, mais on va quand même essayer de sortir cette biographie qui présente un intérêt, je pense, déjà parce que l'auteur n'est pas français et qu'en plus il vit en Angleterre et donc il est très imprégné de l'esprit anglais. Donc d'avoir une biographie de Napoléon par un Anglais, ça pique toujours un petit peu. Voilà, c'est le gros morceau de la rentrée. C'est un choix courageux parce que les livres historiques ne sont pas forcément très prisés, c'est souvent des spécialistes, donc c'est un choix fort quand même. Hein. Ouais. Alors, c'est ce qu'on appelle des marchés de niche, c'est-à-dire que c'est pas forcément, on s'attend pas à des ventes énormes, mais on peut calibrer à peu près le nombre de ventes parce qu'on sait à peu près le nombre de personnes qui sont intéressées par tel ou tel sujet et qui, de toute façon, vont acheter des livres. Donc, particulièrement Napoléon, qui est quand même un sujet très prisé des Français. Moi, je connais à peu près, sauf accident, le nombre de ventes qu'on va réaliser avec ce livre. Et a fortiori, en fait, un des premiers livres de Piranha était un livre de ce même auteur qui était consacré à la campagne de Russie. Et donc, voilà, donc j'ai des chiffres, des choses comme ça. Donc, c'est un marché de niche. Le risque est limité par le calibrage. Maintenant, il faut maîtriser les coûts donc de la traduction et de la production parce qu'imprimer 1200 pages, c'est considérable aussi. Voilà. Et alors, si personne n'a d'autres questions, j'aimerais savoir l'auteur que vous allez sortir en mai, donc de Thriller, est-ce que c'est un nouvel auteur, un premier roman ou c'est quelqu'un d'autre? Et la deuxième question, est-ce que vous arrivez à, entre guillemets, débaucher des auteurs d'autres maisons d'édition ou si à chaque fois vous êtes obligé de choisir des nouveaux auteurs? Alors, dans le cas de c'est une histoire intéressante justement là. L'auteur, il s'appelle Patrick Carnielotti et il a écrit un premier roman pour Giga Polar. Qui est un bon petit polar bien ficelé. Et vous connaissez Gigal Polar? Oui, oui. Ouais. En tout cas, oui. Bon, voilà. Et donc, et là, c'est un livre qui est un peu différent. C'est pas un polar, c'est vraiment un roman noir. Et donc, comment dire? Il avait proposé à d'autres maisons. Il n'avait pas spécialement envie de retravailler. Enfin, bon, voilà, ça ne convenait pas forcément. Et nous, on n'a pas eu trop de mal, en fait, à le débaucher. Enfin, si, on a eu un peu de mal parce qu'il a eu une amie qui s'est occupée, qui essayait de proposer à d'autres maisons. Et moi, quand je suis arrivée, je lui ai dit non, mais moi, je le veux, ce livre. Et il a fallu qu'on négocie un peu pour l'avoir nous et qu'il ne le file pas, je ne sais pas, à Elvie ou à De Noël, quoi, par exemple. Voilà. Là, quand même, on a eu, c'est une petite victoire pour moi, là. Enfin, de mon point de vue, je veux dire. Voilà. Donc, mais c'est... Ouais, voilà, ça arrive comme ça. Après, Natacha, non, on n'a eu aucun problème. Voilà, on ne s'est pas battu pour la voir. Elle était très contente. Mais c'est difficile parce que les auteurs, normalement, ils ont aussi une espèce de contrat. Enfin, ils ont un contrat avec la maison et ils leur doivent des livres ensuite. Tu ne peux pas changer de maison d'édition comme ça, quoi. Il faut que ça soit justifié. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Tu es à l'écran, Céline, il faut y aller. Je vais pas parler pourtant. Ah, Céline. Coucou.
Bon, alors, si personne n'a d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci à tous, vraiment, merci à tous d'avoir participé. Merci à Anne et Jean-Marc, évidemment. On va essayer, on va essayer de promouvoir cette maison parce que vous êtes des gens bien, ça se voit. Merci. Donc, écoutez, en tout cas, moi, à mon petit niveau, je ferai le nécessaire pour promouvoir les livres que je chroniquerai. Peut-être pas la biographie de Napoléon, ça va être un petit peu dur, mais c'est mon sujet de prédilection, mais peut-être pas. Merci à tous. Mais si juste je peux dire un truc, parce que en fait, moi, je n'ai pas encore beaucoup travaillé sur ce livre-là en particulier, parce qu'il est encore chez mon correcteur. Mais le premier que j'avais vraiment travaillé dessus, 1812, et en fait, il écrit, c'est comme un reportage sur le terrain. C'est vraiment une histoire. Il raconte une histoire. C'est pas un essai qu'il fait. Hein? Donc c'est très lisible. C'est très lisible. D'accord. Ça ne demande pas une concentration. Enfin, c'est comme, je sais pas, c'est Mac Gallo, quoi. Enfin, on lit ça. Ça ne demande pas une concentration énorme. Voilà. C'est juste pour te rassurer. Merci de votre accueil. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.